bonjour, excellente matinée à tous et j'espère que vous passerez avec nous d'agréables moments. Bonjour d'Algérie, c'est jusqu'à 10h30 avec une multitude de thématiques et comme on est dimanche, il y a aussi une densité de rubriques dans l'émission. Aujourd'hui, nous avons la rubrique de nutrithérapie, bien-être et santé, bien sûr, avec Agnès Rir. Nous aurons aussi Hassan Ara pour une page d'histoire et puis également Samira Hadjamar pour justement écume et patrimoine. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver Yazid Aït Mahidine ainsi que son invité, l'invité de la matinale justement. Il s'agit en l'occurrence de Yassine Ben Abid, directeur du Centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger. Donc on va certainement parler de la programmation durant ce mois de Ramadan. Et puis bien sûr, Fella Benour d'Angel, il y a des aides, cette rubrique qui est consacrée à tous ceux qui sont à l'étranger, qui nous représentent dignement à l'étranger. Aujourd'hui, gros plan sur Elsa Beadji, donc cette algéro-italienne, elle est comédienne, là aussi à son actif une pièce théâtrale qui rend hommage à la femme essentiellement. Hier, on célébrait justement le 8 mars et justement sa pièce théâtrale, Fil Rouge, est un hymne à la femme à travers le regard de deux générations, deux femmes justement croisent le regard sur les planches du théâtre et on en reparlera encore une fois avec Fella Benour aujourd'hui. Mounia Fayet viendra nous parler également de son émission aujourd'hui, elle sera notre invitée. Donc merci pour votre attention mesdames et messieurs, on développera toutes ces thématiques dans un instant, mais avant on va d'abord vous offrir les nouvelles du ciel et Dieu sait que ça fera plaisir à notre ami Amel Laribi ce matin, vous allez comprendre tout de suite pourquoi après ceci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien. Oui, très bien, ça je n'en doute pas parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a de la pluie. Quelques pluies, oui. Voilà, la terre est bien mouillée ce matin à Alger. J'imagine qu'ailleurs aussi ça doit être pareil. Mais c'est quelques pluies, hein, c'est pas énorme, hein, il ne faut pas trop s'avancer. On a bien senti quand même et par rapport à hier, la chaleur et maintenant la fraîcheur. 26 degrés, c'est affiché hier. Aujourd'hui 18. Aujourd'hui c'est descendu à 18, mais avec aussi des ondées. Exactement. On va voir certainement plus de détails justement avec les cas. Allons-y, Radia, merci. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit des passages nuageux, parfois denses sur une grande partie des régions nord qu'on peut voir sur la carte. Ces nuages vont donner des pluies sur les régions côtières et intérieures de l'ouest et le centre qui sont parfois sous forme d'averses. Durant cette matinée, sur les régions de l'ouest, une petite accalmie se fera sentir, mais en fin d'après-midi sur les régions de l'ouest. Quelques pluies également par endroits sur les régions de l'est. À noter par contre quelques flocons de neige et oui sur les sommets de l'ouest durant cette matinée. La moitié sud, des passages nuageux vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassili avec possibilité de quelques pluies vers le Hégard, Tassili et l'extrême sud. Partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera généralement dégagé. À noter des sements de sable sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, les oasis, le Hégard et le Tassili. Les températures, eh bien, par rapport à hier, elles ont chuté sensiblement avec un minimum durant cet après-midi de 9 degrés du côté d'Al-Beyod. Concernant le nord, on aura eh bien 18 degrés à Alger. Vers les régions de l'est, par contre, eh bien, les températures seront plutôt élevées avec 25 degrés du côté de Guelma. La moitié sud, eh bien, on aura des températures assez élevées vers l'extrême sud avec 38 degrés. Et également vers le Hégard et le Tassili, également le Insalah et le Sahara oriental et Biskra où on aura 30 degrés. Au nord, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le minimum 9 degrés à Al-Beyod, 13 à Djelfa, 11 à Tiaret, 14 à Tizi Ouzou, 22 degrés à Batna, 23 à Annaba, 17 Lemsin, 19 à Oran, 25 le maximum du côté de Guelma concernant le nord. La mer, aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée, pratiquement l'ensemble
l'ensemble des côtes d'ouest en est, avec des vents parfois faibles sur les côtes centre 10 à 20 km/h et les vents sont variables. 40 km/h sur les côtes ouest, les vents sont de secteur sud-ouest et 20 à 50 km/h sur les côtes est et les vents sont de secteur nord-ouest. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où on aura un ciel tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Istanbul. Également Moscou, peu nuageux à Londres et Vienne, partiellement voilé à Rome. Des nuages chargés de pluie du côté de Lisbonne et Madrid. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 12 degrés à Moscou, 17 à Berlin, 18 à Londres, 19 à Paris, 20 degrés à Kiev, 21 à Vienne, 13 à Istanbul, 20 degrés à Rome, 10 à Madrid et enfin 13 degrés du côté de Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, les températures en Europe sont presque pareilles que les nôtres. Ils n'ont pas à envier les autres voilà, pays. Voilà, pas de jaloux du côté de notre représentation à l'étranger. Donc, tous les Algériens et toutes les Algériennes qui se trouvent en Europe, on vous embrasse très fort ce matin. On pense à vous très fort pendant ce mois de Ramadan. On avait peur qu'il fasse très froid, mais finalement, voilà, c'est aussi tempéré que chez nous. Exactement. Voilà, bon courage pour le carême. En tout cas, Ramadan Karim, pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, dans Bonjour d'Algérie, on va développer plusieurs thématiques avec nos amis qui viennent chaque dimanche justement pour vous et rien que pour vous. En tout cas, pour vous récompenser pour votre fidélité, on offre toujours au démarrage une chanson. Cette fois-ci, c'est le groupe Day qui nous interprète Ana Jazairi. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال، جيتك نحكي على السلم في كل قطار واش اللي صار، في الدارفور وكابول سلام نقول يا سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار، يا سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار، يا سلام عليكم، يا سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار، في بلاد الأحرار والشمس تبان، ما نصد البيبان، وشي اللي كان محكي في القطار، يا ما نساوي الرجال، حرية بالنار وحياة الكفاح، يا والسلم في البصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار، يا سلام عليكم ناس الحرية.
salam alaikum. Salam, salam alaikum. Et bien sûr, sans plus tarder, nous allons rejoindre Fella Benour, celle qui met en relief toute la fierté de ceux qui appartiennent à cette patrie, l'Algérie. C'est dans Djelia DZ, après ceci. Bonjour Fella. Sahar Danek également. Donc aujourd'hui, honneur à la femme. Eh bien oui, et puis aussi pas n'importe quelle femme. J'ai le plaisir de recevoir ce matin une jeune fille qui a suscité beaucoup d'émotions la dernière fois qu'elle est passée par ce plateau. J'ai nommé Elisa Biati. Bonjour Elisa. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, merci encore de m'accueillir à nouveau sur ce plateau. Tu m'as même déstabilisée, j'avoue. Ça va bien? Ça va, merci. Et toi? Quel effet ça te fait de se retrouver à Alger, encore une fois? Je suis extrêmement émue. On est à nouveau sur mes planches préférées. On est à nouveau en Algérie. Je suis très, très contente d'être finalement encore à nouveau sur le plateau. Je suis très, très émue. Je rappelle que tu es comédienne, artiste comédienne. Jeune comédienne parce que tu viens de terminer tes études, mais ce qui est remarquable, c'est que tu as décidé de terminer tes études avec une pièce théâtrale qui retrace un petit peu l'histoire de ta grand-mère d'abord. C'est une histoire familiale, mais l'histoire de toutes les femmes, je crois, qui ont combattu, aux côtés des hommes à l'époque coloniale. Comment tu as porté toute cette histoire sur tes épaules? Je pense que voilà, le spectacle a été effectivement écrit à la fin de mes études, comme clôture de fin d'études. Et effectivement, pour moi, c'était important à ce moment-là de remettre... En France, en plus. En France. Je venais d'arriver en France, donc je suis née, j'ai grandi en Italie et j'ai aussi grandi en Algérie. Mes étés, je les ai passés ici, voilà. Donc j'ai fait vraiment... C'est pour ça que je ne dis pas que tu es moitié italienne, moitié algérienne. Et je suis les deux. Tu es profondément algérienne. Absolument. Et italienne aussi. Absolument. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite d'où commence l'un ou l'autre. Voilà. Absolument. Je suis les deux au même temps. Et effectivement, quand je suis arrivée en France, pour des études par hasard en plus, ce n'était pas du tout prévu. J'ai décidé d'écrire un spectacle qui questionnait vraiment déjà mon identité. Donc d'où je venais, pourquoi j'étais la personne que j'étais en tant qu'artiste, mais aussi et surtout en tant que personne. Et comment parler de moi sans parler de mon identité algérienne. C'était facile d'imposer ce genre de sujet non, une jeune étudiante? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a une charge, déjà parce que c'est un monologue, donc tout le monde me disait mais pourquoi tu te jettes dans ça, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup plus... Donc déjà ça a été le premier défi, et en plus de ça, non, ça n'a pas été facile parce que le sujet est... Sensible. En plus de ça, dans un pays... Voilà. Et moi, j'ai décidé de le faire quand même parce que j'avais besoin de ça. Et j'avais besoin que l'histoire de ma grand-mère soit entendue, écoutée, dans le respect de sa personne, dans mon récit. Hein. J'avais besoin de raconter son histoire pour me comprendre moi aussi. Donc il y a bien sûr les trois générations dans le spectacle. Il y a moi, il y a... ma mère, forcément, parce qu'elle est le lien entre... Qui nous attend à l'extérieur. Qui est le lien entre moi et ma grand-mère. Donc je pense que c'est fondamental d'avoir une mère déjà qui m'a transmis totalement l'amour pour l'Algérie et mon algérienneté est passée à travers elle. Et après, ma grand-mère, bien sûr, qui est à l'origine de cette histoire de femme. Non oui. Et j'aime citer aussi mon arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père, qui est
dans le spectacle aussi, qui a une présence importante, un rôle important dans le spectacle, et qui a été une de ces femmes encore qui a fait qu'aujourd'hui je suis très fière d'amener ce spectacle. La pièce théâtrale s'intitule Le fil rouge. On va regarder peut-être un petit extrait et revenir vers toi. On va voir. S'il n'est pas prêt, on va peut-être continuer à... Ah, ça serait bien d'improviser une petite scène, oui. En tout cas, je disais que c'était important. En plus, on est dans un mois où il y avait les... Je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que ma grand-mère a existé et parce qu'elle a vécu tout ce qu'elle a vécu. Je me suis mariée alors que je ne connaissais pas mon mari. À l'époque, c'était la norme. Pour les Yaha, rejoindre l'insurrection armée, c'était comme épouser une religion. Au début, cela m'a effrayée. Mais cette peur a très vite laissé place au feu de la passion politique. Et en rejoignant cette famille, j'ai tout de suite compris. Penser à la mort n'est pas permis. Il faut regarder droit devant, rester éveillé. Il faut prendre les armes, à la vie ou à la mort. Et que la colonisation nous avait privés non seulement de notre terre, mais surtout de notre dignité. Et puis on a dû fuir. Il fallait que je parle. Nous étions des indigènes. Liberté. Liberté, c'est le mot qui a tout son sens aujourd'hui. N'est-ce pas, Elisa? Ouais. Je pense que pour moi, c'était... C'est assez paradoxal. Hein. Tu vas me dire, non, mais comment c'est possible? C'est le premier mot que j'ai écrit de la pièce. Quand j'ai écrit la pièce, c'était le premier mot, la fin. C'était liberté. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je voulais finir par liberté. C'était le mot-clé. Oui. C'était ce que j'avais envie de raconter. Pour moi, c'était la chose la plus importante, de raconter cette liberté aujourd'hui, de raconter cette histoire. Liberté aujourd'hui de dire que, voilà, il y a eu des choses qui sont indicibles et pourtant, on les raconte aujourd'hui. On a la force de la raconter aujourd'hui. Peut-être on a du recul et peut-être aussi... ma grand-mère a eu plus de facilité à me raconter à moi ces histoires, parce que c'est dur de le dire à ses enfants, non? Donc il y a eu des histoires que j'ai racontées. Beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Que moi j'ai un peu... peut-être j'ai un peu... Tu as été persévérante. Voilà, aussi, on va dire que, voilà, pour moi... Curiosité qui pousse un petit peu l'enfant. Voilà, je poussais un peu sur sa narration, j'avais envie d'en savoir plus. Peut-être j'avais cette soif qui était difficile à... Tu es émue de parler, non, oui, que tu parles de ta grand-mère. Oui, je pense que c'est important pour moi de dire que vraiment, au début, il y avait cette pudeur et maintenant, elle n'y est plus. Et que si je peux raconter aujourd'hui cette histoire, c'est parce que déjà, elle m'a dit « vas-y ». Déjà, elle m'a autorisée, bien sûr. Elle m'a autorisée et elle n'a plus de pudeur à un moment de me raconter ces histoires tellement dures. De choses qu'elles ont endurées pendant la guerre d'indépendance. La première fois en Algérie, d'ailleurs quand tu es passée avec moi, la pièce n'était pas au programme à Alger. Non, et donc tout s'est déclenché après ton passage. Ça m'a porté chance en fin de compte. J'en suis ravie. Et le TNA, la rencontre avec le public algérien, avec le TNA. Ça a été une des expériences les plus belles de ma vie, vraiment.
Je ne pensais pas, déjà, on n'avait pas un œil sur la programmation. Tout le monde nous disait, mais le 1er novembre, c'est difficile, parce que je le faisais le 31 octobre. C'est difficile, il y aura les embouteillages, personne ne viendra. Il y a beaucoup de programmes aussi. Oui, exactement, c'était plein. Et moi, je me disais, mais moi, j'arrive avec ma pièce, qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, le théâtre était plein. Et à la fin, tout le monde était debout à la fin. Et j'avoue que, bon, j'ai craqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin sur les applaudissements. On a tous pleuré. Voilà. Et voilà, pour moi, c'était vraiment une expérience, mais incroyable de pouvoir raconter cette histoire, non seulement dans mon pays, non seulement dans le pays où ça s'est passé, mais en plus de ça, devant des personnes qui en avaient besoin, comme moi j'en avais besoin. Il y avait des moudjahidètes présentes. Absolument, il y en avait. Ça, c'est le plus bel hommage que vous avez rendu aussi. C'était beau parce que je sentais que tout le monde était accroché avec moi, que tout le monde avait envie de vraiment écouter cette histoire et de quelque part raconter leur histoire aussi. Donc ils étaient non seulement entendus, mais ils avaient droit à la parole. Ces femmes qui peut-être, voilà, par des milliers de raisons n'ont pas pu raconter leur histoire. Ben, à ce moment-là, elles étaient racontées, non? Donc c'était vraiment magnifique. Le moment le plus dur peut-être, ou le plus difficile dans la pièce, c'est peut-être les moments de torture, les scènes de torture. Comment tu les as vécus, ces moments? On voyait qu'il y avait quelque chose, il y avait une souffrance. Il y a vraiment, pour moi, c'est une des pièces, c'est un des moments les plus physiques du spectacle. Pour moi, c'est le moment où en fait, peu m'importe comment j'apparais, parce qu'il y avait une détresse telle. En ce moment-là, quand ma grand-mère me raconte l'histoire, voilà, j'imagine un visage déturpé. On parle de 20 jours au centre de torture de Tagounsa. On parle il est resté 15 jours à l'hôpital après. Donc, comment moi, je peux dire, ah, je vais le faire à peu près. Simplement. Non, c'est pas possible. Donc pour moi, ce moment-là, c'est le moment le plus physique où je donne tout ce que j'ai parce que il est important de montrer cette souffrance et cette douleur et en même temps cette dignité profonde. De dire, peu m'importe si tu veux me torturer, moi je vais continuer à rester la tête haute. Et elle parle à l'officier et lui dit... Et toi, tu es fière de ce que tu fais? Est-ce que ta mère est fière? Et je pense que voilà, ça c'est l'histoire de mon arrière-grand-mère, Giga, qui a été torturée et que moi, pour la narration, j'ai infligé à ma grand-mère au lieu que voilà. Mais pour moi, c'était important parce que comment raconter la guerre d'Algérie sans raconter la torture? C'est impossible. Donc c'était fondamental. Donc je l'ai fait et puis voilà, c'est très dur, mais ça ne sera jamais aussi dur que ce qu'elles ont vécu. Les femmes du village t'ont beaucoup inspiré, t'ont aidé, t'ont épaulé, t'ont soutenu aussi. Même la robe a été faite par des femmes du village, la robe berbère, kabyle. Comment cette communication, tu parles kabyle un peu, Mazir? Alors, Shtorken. Alors, je suis en train de prendre des cours de kabyle, figure-toi, mais vraiment depuis 4 mois, très, très fréquemment, parce que voilà, bon, bah, on n'a pas eu la possibilité, j'ai pas eu la possibilité de la prendre petite, mais ça n'empêche que j'écoute Idir et Menglet en sachant qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, donc voilà. Mais les femmes de mon village, il y a cette association Tejejdet qui veut dire... Une chorale de femmes qu'on va écouter dans un moment. J'ai voulu qu'elle chante un chant révolutionnaire pour la pièce. Et la chose extraordinaire, c'est qu'on a réussi à les amener à Tizi Ouzou quand on a joué au Kateb Yassine. Elles étaient là, sur place, et elles ont chanté live
pendant la pièce. On n'a pas peut-être les images de Kate Biasine, mais c'était assez extraordinaire de se dire que voilà, elles étaient là avec nous. Et les femmes de mon village ont fait qu'aujourd'hui, je peux raconter cette histoire facilement, plus facilement. Voilà, on a des images. Minutes. Pardon. C'est toujours magnifique et ça fait toujours plaisir de voir toutes ces femmes regroupées et qui font un travail magnifique. Regardez ce que la France nous a fait. C'est ça qu'elle raconte. C'est ça qu'elle raconte. Voilà. Je t'ai déstabilisée. Mais oui, c'est ça qui est assez... Ça a déclenché une émotion immense. Totale. En tout cas, je rappelle que tu es à Alger pour d'autres dates et pour le grand bonheur des amateurs du 4e art. Donc, on est ce soir au Palais de la Culture, ce soir 9 mars au Palais de la Culture à 21h30. Ensuite, on sera aussi à Oran le 12 mars, à Tizi-Ouzou le 19 mars, date symbolique, le 21 mars à Oran. À Constantine. À Constantine. Voilà. C'est des dates qui ont été programmées par le ministère de la Culture, je rappelle. Et il y a aussi cette ouverture des enfants de l'Algérie partout où ils sont pour pouvoir apporter aussi cette touche, cette contribution, j'allais dire, apporter une pierre à l'édifice aussi dans le domaine culturel. Et ça, c'est une ouverture aussi à saluer de la part du ministère de la Culture et le ministre de la Culture qui veille aussi à ouvrir plus les portes et permettre de ce genre de projet de se réaliser en Algérie, n'est-ce pas, Elisa? Je remercie, je remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont cru en ce projet et qui continuent de croire en ce projet, qui n'existerait absolument pas sans toutes les personnes. Je pense à mon équipe, voilà, je pense à ma metteuse en scène, Anaïs Karoff, sans qui je ne pourrais absolument pas faire ce projet, à notre musicienne, Lauriane Polo. Anaïs m'a suivie du début à la fin, elle est là aujourd'hui. Qu'on embrasse très fort. Qu'on embrasse très fort, voilà, à qui je tiens vraiment à dire merci d'avoir pris ce projet à cœur. Ce projet qui raconte ma famille, en fin de compte, c'est devenu sa famille parce que voilà aussi, mais voilà, c'est un honneur de pouvoir travailler avec elle et c'est un honneur d'avoir une femme comme ça, aussi forte à mes côtés. Il y a la musique aussi. La musique, voilà, Lauriane Polo qui a fait toute la musique et bruitage du spectacle. Je pense aux femmes de mon village, à Abigail qui a fait l'extrait que vous avez vu tout à l'heure, à Margot qui a fait l'affiche, voilà, à énormément de personnes comme toi, comme Bonjour d'Algérie qui a cru en moi et qui m'a donné de l'espace pour parler. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est très émouvant de penser que... Et un grand bravo à ta maman, Farisa, que j'embrasse aussi, qui s'est battue aussi, qui a cru en toi et qui te suit partout. Hein. Absolument. J'ai la chance d'avoir une manager qui est ma mère. Ce n'est pas fréquent. Il y a des artistes qui font exactement comme moi je vais.
on voit on voit bien pourquoi. Mais voilà, déjà, je ne serais pas là sans elle et sous tous les aspects et professionnels et de vie, parce qu'elle m'a donné déjà comme mère. Voilà, elle a cru en moi, elle m'a donné de la force. Et... On va rappeler les dates. Donc, ce soir, ça va être le Palais de la Culture. Absolument. À 21h30. Oui. Il va y avoir Tizi Ouzou le 14. Le 12 mars, on se retrouve à Oran, le 19 mars à Tizi Ouzou et le 21 mars à Constantine. Il y a un autre rendez-vous que je voudrais rappeler, reste avec nous Elisa, mais cette fois-ci du côté des États-Unis. Donc on va faire un petit tour. Donc je voudrais annoncer aussi un iftar qui va être organisé par l'association américaine de Dallas Fort Worth, qui est présidé par Naïm Moumen et dont le fondateur c'est Shafir Ben Ghasmia. C'est un iftar qui va être organisé à Dallas même, le 15 de ce mois, en l'honneur d'une autre Algérienne extraordinaire aussi, Assia Abada, qui est spécialiste en intelligence artificielle, qui vient de remporter un prix prestigieux et qui a été nommée dernièrement vice-présidente manager d'une grande compagnie à Dallas. C'est une fierté, c'est une aussi compétence qui a été formée d'abord en Algérie avant de partir ailleurs. Et il va y avoir aussi la Brahim Hajj Qassem le 15 aussi à Oran dans une soirée intitulée Laylat El-Madih. Et on aura aussi pour les gens qui sont à Berlin, donc Hajj Brahim sera à Oran. Plutôt Hajj Qassem, Brahim Hajj Qassem sera à Oran, qui va venir aussi de Paris. Donc on voit l'ouverture aussi des artistes qui sont établis à l'étranger, des Algériens qui se présentent aussi de beaux projets. Il va y avoir aussi, pour ceux qui sont à Berlin, Kamel Wafi qui va être le 15 au niveau de l'ambassade, de notre ambassade à Berlin, et pour aussi une conférence vers 19h pour les Algériens qui sont intéressés par le paysagisme. Voilà. Donc Elisa, on va terminer peut-être avec une dernière image avant de te dire à très bientôt. Donc au TNA, il y avait un moment très émouvant. On va peut-être terminer avec cette belle image du Théâtre national algérien, si elle est prête. Sinon, on va filmer une autre image au Palais de la Culture. Voilà. Pour le 1er novembre, qui sont encore là et qui sont partis, je tiens à remercier toutes les moudjahidettes qui sont ici dans la salle et qui ne sont plus là avec nous. Ce spectacle, pour le peuple algérien, il est pour vous. Merci de m'accueillir. Voilà, sur Tahia El Jazair, on termine cette matinée avec toi, avec ce moment. Je vais encore pleurer. Non. Alors, je te dis à ce soir. À ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'accueillir encore. Merci. Merci beaucoup Fella, merci également à votre invité qui est fan apparemment d'Aït Menguellet. Aït Menguellet sera sur les planches de l'opéra si vous êtes intéressé puisque vous êtes à Alger. Oui, absolument, cette semaine. Je vous donnerai la date et toutes les précisions dans un instant. Et puis bien sûr, on va continuer de parler de la femme. Hier, on célébrait le 8 mars, cette date justement qui met en valeur le combat des femmes. Hier, il y avait une compétition de décathlon sur le littoral d'Alger. Et bien sûr, nous avons notre reporter Meissa Le Bouahla qui était sur les lieux et qui a justement couvert cette manifestation en faveur du 8 mars. C'est parti. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le duathlon 100% féminin a offert hier soir un moment de sport, de partage et de solidarité. Pour cette deuxième édition, l'événement a rassemblé des femmes de tout horizon, venues relever un défi unique, en duo ou en solo, mêlant course à pied et vélo.
Donc nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir encadré, organisé cette petite course conviviale dans une ambiance familiale aussi, parce que nous avons fait en sorte d'encourager les femmes à la pratique du sport d'une manière générale, mais surtout de le faire dans une ambiance, on va dire, de partage. Il y avait des duos de familles, de collègues et d'amis. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est la fête pour nous, toutes les femmes. Bien plus qu'une simple compétition, cette initiative a mis en lumière la force, la détermination et la solidarité féminine, rappelant que le sport est un formidable levier d'émancipation et de confiance en soi. Et là, je suis revenue pour cet événement à l'occasion de la Journée de la femme. Ce qui est amusant et convivial, c'est qu'on le fasse à deux. Donc j'avais une équipière qui a fait la course à pied. Moi j'ai fait la partie vélo, la preuve. C'est toujours des événements qui me plaisent par rapport à cette convivialité, en plus du côté sportif. Dans une ambiance inspirante et bienveillante, des duos composés de mères et filles, d'amis ou encore de collègues se sont élancés sur un parcours alternant deux sports différents. En cette journée, symbole de lutte pour l'égalité et la reconnaissance du rôle des femmes dans la société, l'événement a pris une dimension particulière grâce à cette initiative qui encourage l'inclusion et la participation féminine dans le sport. Nous sommes très ravis pour cette participation. C'est une belle expérience entre familles du coup. Parce qu'on est venu moi, ma soeur, mon autre soeur, ma mère et mon père. Mon autre soeur a fait un duo avec ma mère du coup. Ils n'ont pas trop performé, mais c'était pour le plaisir. C'est une belle expérience. Il était trop bien. J'espère qu'ils vont le refaire un jour, un autre jour. Je fais de l'athlétisme et ma coéquipière, elle a fait du vélo et moi j'ai couru. Je suis venue 4e. Entre encouragement, dépassement de soi et moments de partage, les participantes ont montré avec fierté que la femme est forte, puissante et toujours en mouvement. Puisse-t-elle être toujours puissante, forte et puis libre également, on l'espère en tout cas pour toutes les femmes de ce monde. En tout cas, on est ravis d'être avec vous, on est ravis aussi de prodiguer des conseils à ces femmes, aussi à ces hommes qui nous regardent ce matin et qu'on salue. C'est dans la rubrique Santé et bien-être de Ania Cyril que ça se fera dans un instant. Bonjour, bonjour Ania. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, bien. La nutrithérapie, ça se passe toujours bien. Toujours. C'est le thème principal ce ramadan-là. J'imagine qu'on vous pose beaucoup de questions aussi au sein de la famille. Oui. Vous êtes tout le temps questionné, j'imagine, sollicité pour des conseils, non? Oui, surtout que de nos jours, les gens s'intéressent de plus en plus à leur assiette, à leur santé aussi, et à tout ce qui est toutes ces médecines qui sont douces et qui apportent concrètement des bienfaits au quotidien. Oui, avec ce qu'on a suivi pendant la Covid-19, c'est vrai qu'il y a un rejet des médicaments, il y a un rejet des traitements. De la surmédication, plus que des médicaments. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui sauvent des vies, mais la surmédication, c'est un petit peu... Le trop, c'est l'ennemi du bien, on l'a déjà dit. C'est l'automédication aussi. Tout ça, évidemment, c'est à éviter. Quand on peut se soigner avec prévenir surtout. Quand le bien-être passe par le ventre, c'est bien aussi. Exactement. Par l'assiette, quand on peut prévenir grâce à une alimentation plus saine, surtout c'est l'occasion, car le ramadan, c'est une occasion vraiment de reposer son corps, de lui permettre de s'auto-réparer plus facilement, car il s'auto-répare tout au long de l'année. Mais ce qui est bien avec le jeûne thérapeutique et le jeûne sec des 30 jours qu'on fait, ce ramadan, pendant le ramadan, c'est que même si on a tendance généralement à ne pas apporter forcément au repas les aliments les plus adaptés, on en a déjà parlé, mais ne serait-ce que le fait de reposer son corps, son tube digestif pendant plusieurs heures, rien que ça, déjà, il y a des bienfaits. Donc tellement, on voit que le jeûne est important, même si on ne le fait pas de la façon la plus correcte, il reste quand même bénéfique pour notre corps, mais pour ne pas gâcher
tous les bienfaits, plaisirs, bien sûr. ni les bienfaits ni les plaisirs. Voilà. On va essayer quand même de changer ces habitudes-là. On a déjà parlé du ftour brièvement, du sahur aussi, comment il faut apporter des protéines. On va avec vous rester quand même dans l'idéal qui est... Exactement, voilà, qui dans cet équilibre entre l'alimentation saine, les bienfaits qu'elle peut nous apporter et le plaisir qui est très important. Car si on va dans une alimentation qui est fade, qui est trop stricte, c'est un petit peu caricatural et c'est ça qui va être l'ennemi finalement de notre bien-être et de notre santé. On ne va pas permettre ça, des jeunes gens. En tout cas, voilà, on a rappelé un petit peu la thématique qu'on avait déjà commencé à aborder, c'est-à-dire quels sont les aliments qui ont le plus de bienfaits sur l'être humain pendant les repas. Dans la rupture du jeûne, on a parlé du sahur. Là, on va s'intéresser peut-être à un moment qui est tout aussi important, la soirée. La soirée, parce que c'est là où le grignotage se fait, c'est là où les abus ont lieu. Donc, que dire justement de cette soirée? Quels sont justement ces aliments qu'il faut éviter pendant la soirée et pourquoi? Vous le dites très bien, les abus. Les abus se font surtout pendant la soirée, car pendant le repas, le sahur ou le repas, on n'a pas beaucoup de place, on a jeûné tout au long de la journée, on mange un petit peu, on se lève rapidement de table. C'est plutôt pendant la soirée qu'il y a beaucoup de dégâts. Je vais peut-être fâcher certaines personnes, mais il y a des aliments qui ne sont pas du tout adaptés au mois de Ramadan. On peut se faire plaisir quand on a des invités, quand on a des occasions de se rassembler, peut-être le premier jour, mais encore une fois, premier jour, on essaie plutôt de prendre de bonnes habitudes, mais il ne faut pas que ce soit quotidien. Des aliments, par exemple, qui sont très... les célébrités du Ramadan, comme al-bellouz et zlabia, ne sont pas adaptés au jeûne du Ramadan, encore une fois. Pourquoi? Il y a tout ce qu'il ne faut pas. Par exemple, on parle de zlabia qui est colorée, par exemple. Déjà, il y a du colorant, il y a du sucre. Il y a de la farine. Elle est très élevée. Elle est élevée d'une façon... effrayante, on va dire, car le pic que ça va engendrer d'insuline par la suite, ça ne va faire que nous fatiguer plus. Le sucre est inflammatoire, il y en a beaucoup. Le fait de frire la farine, de frire cet aliment et de le consommer, ça va engendrer, ça va donner des graisses trans. C'est les mauvaises graisses, c'est ce qu'on appelle les mauvaises graisses. Ça va perturber la digestion, ça va encore une fois augmenter l'inflammation. C'est cancérigène, c'est tout ce qu'il faut éviter pendant la soirée. Encore une fois, de façon occasionnelle, tout est permis, mais voilà. On va dire que al-bellouz un petit peu moins que zlabia, car il y a quand même des amandes parfois, des cacahuètes, des oléagineux, mais ça reste aussi très sucré. On peut diminuer la quantité. On peut se permettre, c'est un petit peu moins nocif, on va dire, mais ce n'est pas des gourmandises qu'on va laisser pour le Ramadan. En tout cas, c'est l'idéal d'après ce que... C'est une tradition à changer. Oui, d'après ce que je sais, personnellement, je n'ai rien à voir avec la nutrithérapie, mais il paraît qu'il vaut mieux les prendre tout de suite après le repas. Ne pas écarter la consommation de ces sucres au-delà, c'est-à-dire les gâteaux et les... Déjà, les diminuer. On va parler après. Voilà. On va parler des alternatives juste maintenant. Mais vous le dites très bien, juste après le repas, il y a, c'est-à-dire, si vous prenez du sucre directement, vous allez avoir un pic rapide, c'est-à-dire de glycémie et donc une réponse insulinique rapide. Mais si vous prenez votre petit gâteau, votre petite gourmandise, votre repas sucré juste après un repas qui n'est pas si sucré que ça, l'augmentation de la glycémie va se faire progressivement et donc graduellement. Et donc la réponse sera aussi graduelle et ça ne donnera pas cet effet de fatigue juste après et ce crash juste après. Et donc oui, juste après un repas, on peut se permettre des gourmandises. Et donc, quelles sont les alternatives à ces fritures et à ces gâteaux trop sucrés pour le Ramadan? Ben oui, y a-t-il vraiment des aliments à privilégier? Bien sûr, il faut bien se faire plaisir. Bien sûr, il y a par exemple le chocolat noir. Le chocolat noir, ça va nous apporter du magnésium, ça va nous apporter ce côté un petit peu sucré, mais pas trop. Des gâteaux qui sont faits maison, auquel on va avoir un contrôle sur la teneur en sucre, sur les ingrédients qu'il contient. On peut avoir un contrôle et essayer de faire une recette qui est plus healthy, on va dire. Par exemple, un gâteau au chocolat noir, c'est parfait, il n'y a pas de souci avec ça.
des infusions. Ou un mix entre le chocolat et quelques fruits. Bien sûr, il y a des gâteaux. Des bananes, des dattes. Voilà, des dattes, des bananes. Les figues sèches sont très intéressantes. Des petites salades de fruits. Les fruits vont nous apporter du sucre, c'est vrai, mais juste après un repas, ce n'est pas un problème. Et surtout, il y a des fibres qui vont être apportées et qui vont nous aider à digérer ce repas qu'on vient de prendre. Donc des petites salades de fruits, ça serait l'idéal aussi. Et des infusions. C'est très important aussi, ça va nous hydrater. On n'a pas été hydraté tout au long de la journée. Bien sûr, on va éviter tout ce qui est soda, tout ce qui est... C'est-à-dire on fait un 2 en 1. Voilà. Infusion, d'un côté c'est digestif et d'un autre côté on s'abreuve. Voilà, on s'hydrate, on s'apaise aussi. Si c'est à la camomille par exemple, au gingembre, c'est des infusions santé qui sont très adaptées pour la soirée du ramadan. Voilà. Très bien. Et qu'en est-il du thé? Le thé, c'est bon aussi. Hein. Le thé, c'est bon, oui. Tant que c'est pas trop concentré, que ça nous permet de s'endormir juste après, il n'y a pas de souci. Pour respecter le cycle du sommeil, ça c'est très important. On peut décaler un petit peu, c'est bien, mais inverser complètement le cycle et passer une nuit blanche pour veiller, c'est pas trop conseillé. Et les jus de fruits? Les jus de fruits. Bon, les jus de fruits, on l'avait déjà dit, pour se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Les milkshakes, c'est encore mieux car il y a les fibres dedans. C'est-à-dire que c'est mieux qu'un jus qui est pressé où on enlève les fibres et ça va faire que l'absorption du sucre se fera trop rapidement. Si un fruit est complètement mixé, c'est mieux qu'un fruit qui est pressé. Excellent. Voilà. Donc déjà, c'est ça à favoriser de plus. Et on va quand même essayer de prendre plus de fruits complets que de fruits pressés. Voilà. C'est-à-dire que les conseils que vous donnez pour la soirée sont également, j'imagine, valables pour tous les moments. Hein, c'est-à-dire valable pour tous les repas. Il y a d'ailleurs des aliments qu'on devrait privilégier tout au long du mois de Ramadan, que ce soit le suhour, le ftour ou la soirée. Par exemple, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit apporter à notre corps pendant cette période-là. Déjà, des protéines. Ne pas oublier d'apporter de bonnes protéines, des œufs, des viandes maigres de préférence, tout ce qui est amandes et noix pour les bonnes graisses, car on a besoin de bons gras, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, il faut essayer de l'intégrer au maximum à ses salades, à ses repas. Tout au long du mois de Ramadan, ça va nous apporter des acides gras essentiels qui sont très intéressants pour le fonctionnement du cerveau et des membranes. Également, avec un effet antioxydant, il me semble. Bien sûr, un effet antioxydant. Voilà. Et les antioxydants que vous privilégiez pendant les fruits frais, les fruits rouges, les fruits frais, c'est la période des fraises, pourquoi pas, il y a de la vitamine C dedans, il y a des antioxydants. Donc des fruits frais, des oléagineux, on l'a déjà dit. On va essayer d'apporter aussi tout ce qui est lait fermenté. Pas le lait, je précise. Par exemple, le lben, c'est très bien parce qu'il y a des probiotiques et c'est très bon pour le microbiote intestinal et pour favoriser la digestion tout au long du mois de Ramadan. Les infusions, j'insiste encore. Les yaourts, les laitages, le lait, faut-il les mettre de côté? On fera toute une rubrique sur le lait et tout un numéro sur le lait et les produits laitiers généralement, mais on vous demande aussi en régie le pain. Le pain complet. Le pain complet est très bon, mais tout ce qui est farine blanche à éviter au maximum tout au long du mois de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année. Et le pain à base de semoule n'est pas du tout adapté, non? C'est mieux que la farine, c'est toujours mieux, mais comme vous le savez, dans tout ce qui est nutrition saine, il y a des degrés. C'est-à-dire que c'est un degré un degré, est-ce que cet aliment est sain? Oui. Est-ce qu'il est plus sain? Oui. Et on va aller de plus en plus vers le pain complet, mieux que la semoule, qui est mieux que la farine blanche. Voilà. On va peut-être classer tout ça dans une autre rubrique une autre fois, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours agréable de vous avoir parmi nous, Ania. Toujours un plaisir. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Il fait frais, donc voilà, on ne va pas souffrir de la chaleur, de la soif. C'est le mois de mars, ça change vite. Le mois des fous. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'un esprit sain, c'est dans un corps sain. Et vous nous aidez justement à avoir ce corps sain pour profiter de la spiritualité en ce mois de carême. Merci infiniment. Merci. En tout cas, la spiritualité, il en sera question tout de suite grâce à ce reportage concocté par Samia Bouharour qui s'est déplacée à la bonne librairie qu'on appelle l'Arbre à dire. Dans cette librairie, elle a feuilleté pour vous les pages de certains ouvrages spirituels. C'est parti.
Le mois sacré du Ramadan est une période qui encourage les actes de bienveillance, la réflexion, la discipline et la connexion avec Dieu. C'est ce qu'a révélé un bon nombre d'ouvrages portés sur la spiritualité. Shakib, le gérant de cette librairie, nous a confirmé l'engouement des gens sur la lecture, une lecture très spéciale. Et il y a des lecteurs qui viennent spécialement pour prendre des livres sur la religion, la spiritualité. Il y en a beaucoup, il y en a même qui se préparent avant venir prendre des livres pour leur lecture du mois, parce que c'est un mois, comme mois sacré, c'est un mois important pour lire, c'est un mois important pour se recueillir et pour se recentrer sur soi. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas qu'un mois que pour consommer, en fait, c'est aussi un mois pour consommer autre chose que ce qu'on fait, en fait, de la lecture. Pour les musulmans, en général, ce mois sacré est une période où la réflexion est toujours portée sur les bonnes valeurs, la bonne conduite ou husn sira et la foi. Et pour se nourrir spirituellement, cela ne peut se faire sans lire le Coran et les livres aux aspects spirituels pour une meilleure compréhension. Et quand on parle de spiritualité, on évoque toujours des lumières du soufisme. Amir Abdelkader, Ibn al-Arabi, Omar al-Khayyam et d'autres. Je vais vous conseiller, suggérer 3 livres pour lire ce mois-ci. Il y a un livre de Khaled Bentounes qui s'appelle Thérapie de l'âme. C'est un livre très intéressant que l'auteur nous présente comme quelque chose, une espèce de somme pour revenir vers soi, revenir vers quelque chose d'essentiel, purifié pour arriver tendre à Dieu en fait. C'est ça le plus important. Dans ce monde matérialiste qui nous tire vers le bas, la transcendance, quelque chose qui tire vers le haut, c'est ce que présente ce livre-là qui est très important et très intéressant, Thérapie de l'âme de Cheikh Bentounes. Un autre livre qui est un peu plus ardu, un peu plus spécifique, un peu plus technique, on va dire, c'est Lumière Soufie d'Abdelbaqi Miftah, qui est un commentateur et un spécialiste de l'Emir Abdelkader et de Ibn Arabi, deux grands pôles du soufisme en Algérie. Alors on connaît l'Emir Abdelkader pour son côté guerrier, son côté résistant, on connaît moins son côté spirituel, donc c'est ce côté-là qui est présenté ici. Et puis son maître, on va dire, c'est Ibn Arabi, c'est le grand qadi andalou qui présente une vision très intéressante de l'islam, de l'ésotérisme islamique. Voilà, c'est un livre très intéressant, Lumière Soufie. C'est un livre parfois un peu technique, mais qui pourrait intéresser les lecteurs qui s'intéressent à ce type de sujet. Et puis pour terminer, un peu de poésie avec Jalaluddin Rumi. Donc là, pour le coup, c'est Sari Hekmet qui a traduit et qui a compilé les poèmes de Jalaluddin Rumi. C'est des poèmes de l'amour mystique, de l'amour divin. C'est des poèmes qui parlent de Dieu, qui parlent de l'amour qu'on doit porter pour Dieu. C'est des poèmes très épurés, pas très longs, mais qui sont pour le coup assez sages. Il y a une sagesse, il y a une espèce de somme spirituelle très importante dedans. Voilà. La lecture, ça nous permettra de nous évader un peu, de passer du temps autre que les révisions et de pouvoir imaginer, travailler notre imagination, découvrir beaucoup de choses aussi. Très bien. Pourquoi avons-nous tant de mal à vivre et à réaliser cet état de confiance? D'abord, avons-nous réellement confiance en nous? Atteindre l'état de confiance absolue en Dieu, qui est le tawakkul, présuppose que nous ayons au préalable une fin inébranlable en notre origine divine. Commençons donc par construire notre individualité en recherchant en nous un point d'appui stable et une vie intérieure porteuse de divinité, d'unité. Celui qui s'en remet à Dieu se libère de ses peurs, vainc ses angoisses. Ça, c'est un petit passage dans Thérapie de l'âme de Cheikh Khaled Bentounes qui parle du tawakkul, qui parle de la confiance en Dieu et qui est très important et très intéressant à lire et à découvrir. Le ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, il s'agit d'adopter tout l'esprit du mois sacré qui englobe la communauté, la compassion et la pleine conscience.
Et pour ceux qui se demandent qui est ce jeune homme qui s'intéresse justement au livre et qui est passionné par la lecture, ben, vous pourrez peut-être le croiser à la librairie L'Arbre à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, ben, c'est un lieu très achalandé pour ce qui relève des livres de toutes sortes. Alors là, on a parlé de spiritualité, on a parlé de pôle spirituel grâce à ce reportage de Samia Bouharour. Et il existe un pôle justement qui désormais fera la différence par rapport à tout ce qui relève de la spiritualité. Il s'agit du centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger, donc qui marque sa présence par une belle programmation qu'on découvrira tout de suite avec Yezid Ait Mahiddine. C'est avec l'invité de la matinale. Bonjour Yezid. Bonjour Radia, Sahar Mdanek. Et aujourd'hui, je reçois M. Yassine Benabi, directeur du Centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger. Bonjour, salam alaikum. Bonjour monsieur, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est au 9e jour du mois sacré de Ramadan. Il y a tout un climat de ferveur religieuse, de sérénité par rapport à ce que produit aujourd'hui cette grande mosquée d'Alger, ce pôle d'excellence culturelle et civilisationnelle, ce socle de la sagesse qui est la mosquée d'Alger. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette ambiance de ferveur depuis aujourd'hui, on est au 9e jour? Merci de m'avoir invité. On n'en est pas la première fois. Merci encore une fois à Canal Algérie et à travers vous, tous ceux qui nous suivent. Pour ce qui est de l'ambiance, eh ben, on est dans l'ambiance générale de toute la société algérienne, de toute la communauté musulmane de par le monde. Mais c'est vrai que l'espace aidant, cela permet qu'une certaine singularité se dégage de cette ferveur dont vous parlez. Je crois que l'endroit aide beaucoup à cela parce qu'il faut dire que c'est un endroit assez spécifique, tellement majestueux qu'il invite à une forme de pratique de la foi, d'exercice de la foi, un peu plus connecté que d'habitude avec le sacré, le divin. Pour parler de la forme, l'espace offre à toutes les franges de la société algérienne d'y adhérer. Ils viennent de partout. La pratique en soi n'a rien de particulier. Voilà, la prière, on l'a fait dans la mosquée comme on l'a fait ailleurs, mais il y a un plus que je ne pourrais pas vraiment expliquer dans toutes ces singularités, mais bon, il y a une certaine mystique, j'appelle ça la mystique des lieux, qui fait qu'on se sent dans une atmosphère non différente de celle qui existe ailleurs, mais avec un plus. Avec un certain plus, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que cette ambiance existe, mais bon. Cela étant dit, il faut dire aussi que jusque-là, et de ce côté-là, vu de cet angle, la mosquée d'Alger a quand même un rôle et qu'elle essaye de jouer et de bien jouer. On est suivi de par le monde. Pardon. Tout d'abord, il y a également en fait ce pôle qui est civilisationnel. La première des choses, c'est notamment ce qui est essentiel, c'est l'apprentissage du Coran et la psalmodie du Coran. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont vraiment, il y a des voix vraiment mélodieuses par rapport à la pratique de cette pratique qui est la psalmodie du Coran qu'on retrouve de plus en plus au niveau de la grande mosquée. Ça c'est vrai, on pourrait être un peu sélectif, je dirais, mais il s'agit quand même de Jama' al-Jazair, cette nouvelle facette de l'Algérie musulmane, suivie de par le monde, de partout, je peux vous le garantir. Donc on est appelé à être un peu sélectif, c'est-à-dire appelé à choisir le personnel qui fait fonction d'auteur de cette spiritualité prisée par tout le monde. Ceux qui viennent officier, par exemple, les salawat tarawih, bien sûr qui sont sélectionnés, ils y viennent à partir d'un tri
si je dois m'excuser du terme, je ne sais pas, mais c'est à partir d'un tri, en ce sens qu'il y a un discours sur lequel on travaille, il y a une image sur laquelle on travaille et que Jam' al-Jazair essaye de véhiculer de par le monde. Il faut dire que d'un autre côté, la formation dans ce sens en Algérie va bien, elle va très bien même. Il y a beaucoup de gens bien formés qui connaissent bien leurs éléments et qui y croient aussi. Il y en a qui ne sont pas, matériellement parlant, dans toute leur aise, mais ils viennent avec un certain état d'esprit, une certaine disposition d'esprit de bien faire les choses et d'adhérer à cette façon de véhiculer la nouvelle image de l'Algérie. Parlons à présent du programme du centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger, entre les conférences, entre le Kalassi et d'autres aussi par rapport à ce riche programme que vous dispensez depuis le début du mois sacré de Ramadan. Si vous me permettez une petite précision, Al-Karasil al-Ilmiya, les chaires scientifiques, c'est un peu la spécialité d'une autre instance que le centre culturel. Bon, il y a quelques points de jonction entre les deux institutions, mais c'est le rôle vraiment particulier d'une autre institution, Al-Fada al-Masjidi, c'est-à-dire l'instance chargée de gérer l'acte de foi dans tous ces états. L'organisation de ces chaires, de ces chaires scientifiques, c'est leur fonction. L'occasion de rappeler un peu la richesse de tout ce qui se fait au niveau de la Grande Mosquée par rapport aux chaires, mais on peut également parler bien précisément du rôle du centre culturel et du programme riche et varié qu'il dispense. Oui, je vais y venir. Pour ce qui est du centre culturel, c'est vrai qu'il y avait au départ, on avait à installer un programme annuel dont la moyenne est d'une conférence ou d'une journée d'études par mois. Mais certains éléments ont fait que ce programme soit, dans quelques-uns de ces détails, soit un peu décalé. Mais bon, on reste à cette moyenne. Pour ce qui est du mois sacré de Ramadan, on a essayé d'organiser un ensemble de conférences. On a invité, bien sûr, les spécialistes formés pour ça et au fait du fait religieux pour des interventions focalisées sur la personne du prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr sous des angles différents, sous des facettes différentes, parce qu'on n'est jamais à la dimension du personnage prophétique alayhi salatu wassalam, mais bon, on essaye de tirer quelques détails à même d'instruire d'abord le croyant et ensuite à ajouter à ce que les gens ne savent pas de cette facette du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a dû faire appel à des spécialistes de ça et là de l'Algérie, pas spécialement d'Alger. Et il y en a, je peux vous assurer, il y en a qui sont d'abord bien formés, ensuite qui tiennent un discours intérioriste à partir de l'intérieur du fait religieux. Donc ils savent de quoi ils parlent. En les invitant à nos événements, on leur a laissé le choix de parler de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils peuvent parler de cette thématique. On les attend à partir de la semaine prochaine. Donc toujours dans ce référent du juste milieu, ce référent algérien, proprement algérien, dans cet esprit de tolérance et... Oui, je pense que le centre, aussi bien le centre culturel que l'ensemble des institutions de Jam' al-Jazair, que Jam' al-Jazair lui-même tient ce discours et avec ferveur, avec savoir aussi, et avec... c'est une évidence de très bonnes intentions. Il s'agit bien de véhiculer l'image de l'islam
quelque part occulté, quelque part, je dirais même agressé par les mauvaises pratiques, par le manque de connaissance de l'islam en soi, du fait religieux. Donc, le Jama' al-Jazair, avec lui, le centre culturel, s'attelle à tisser, je dirais, une certaine image et à travailler sur un discours vraiment conciliant, qui concilie le musulman, les musulmans entre eux, les non-musulmans vivant dans notre société, l'humain existant sur Terre. Il y a des potentialités aussi bien culturelles que religieuses, que dans l'enceinte de ce qu'est l'islam dans sa vérité. Pour peu qu'il y ait les gens compétents, bien avertis, à en parler avec foi d'abord, et surtout avec connaissance. La Grande Mosquée d'Alger, également à travers le centre culturel, donc, accueille des centaines de fidèles. Parlez-nous un peu de la réaction ou de la fréquentation de ces conférences par le public averti, qui est le public des fidèles de la Grande Mosquée. On a travaillé dessus théoriquement au moins. C'est essayer de tenir un langage, pas double, non, loin s'en faut, mais un peu gradant, de façon à ce qu'il y ait, gradant, je veux dire diversifié, de façon à ce que l'ensemble de la communauté croyante investie sur la mosquée d'Alger y trouve son compte. On a demandé aux spécialistes invités de tenir ce langage pour que tous ceux qui investissent la mosquée Jama' al-Jazair, c'est son appellation conséquente avec ce qu'il y a dans les marasim, dans les décrets, on l'appelle Jama' al-Jazair, pas la mosquée d'Alger. Parce que la mosquée d'Alger pourrait signifier que c'est une mosquée qui ne concerne que les Algérois. Absolument. Alors que Jama' al-Jazair dépasse les limites géographiques, bien entendu. Donc, on a essayé de travailler là-dessus et je suis honoré et vraiment content que les intervenants invités aient adhéré à cette demande, à cette sollicitation. Donc on s'apprête à cibler, je dirais, l'ensemble de ceux qui investissent les lieux pour qu'ils aient accès au discours et à l'instant spirituel qu'on essaie de vivre avec eux. Et voilà. Et le public, sur le plan aussi virtuel, peut suivre aussi parce qu'il y a tous les réseaux sociaux de Jama' al-Jazair qui sont là. Ils sont des outils pour permettre également aux fidèles de suivre, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de suivre sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux par rapport à ce que produisent la Jama' al-Jazair. Absolument, monsieur. Je pense que vous savez qu'on est suivi en direct. Il y a des transmissions en direct de Qanat al-Qur'an, par exemple, la télévision TV5, et en plus des réseaux sociaux qui sont branchés directement et instantanément. Donc, aussi bien les conférences ou les interventions brèves de tous les jours, aussi que Salat Tarawih en elle-même, et aussi les activités d'autres instances, entre autres Jama' al-Jazair. On fait tout pour qu'on soit suivi, que l'événement soit suivi dans son intégralité instantanément et par les moyens existants. Parlez-nous un peu du futur, en fait, le programme pour les jours qui restent par rapport au mois sacré de Ramadan, les thématiques, les invités de marque qui vont donner des conférences par rapport à ce que produit également Jama' al-Jazair. Je pense en avoir parlé brièvement, c'est vrai, mais c'est ça l'idée, c'est ça le cadre général. C'est de faire intervenir des spécialistes en la matière d'un côté et d'un autre côté, ouvrir l'accès à tous ceux voulant investir les lieux et préférant faire leur acte de foi dans la mosquée d'Alger. À défaut de cela, ils peuvent suivre, comme déjà dit, à travers les médias, Donc, si vous permettez une petite précision, vous parlez du public
À un certain moment, on a essayé de cibler les spécialistes parce que ça donne envie de débattre sur le sujet. Ceux qui viennent, ce n'est pas pour le fait d'être là, pour le fait de suivre passivement ce qui leur est inculqué, mais plutôt de participer au débat. Parce qu'après chaque intervention, bien sûr qu'un débat est envisagé et ceux animant les débats, bien sûr, ce sont les spécialistes. Ça, c'est un premier niveau. Un autre niveau, c'est ouvert à un public large, très large. Tous ceux qui voudraient venir, l'espace permet cela. Je ne sais pas, certainement vous avez visité le... Absolument, oui. Donc ça ouvre la voie à toute personne ayant envie de suivre. Autre chose, et c'est un détail de Marc aussi, c'est que même les gens n'ayant pas le temps ou la possibilité de venir jusqu'au centre culturel, ils peuvent suivre à partir d'un écran géant à partir du dehors. Donc là où il y a des écrans géants qui seront installés, ils pourront suivre à partir de là. Monsieur Yassine Ben Abid, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vraiment enchanté. Merci beaucoup pour cette gentillesse et pour l'élégance qui est la vôtre de nous accueillir. On n'en est pas, je le redis, à notre première fois. J'espère qu'il y aura d'autres fois et qu'il y aura d'autres personnes plus aptes à en parler. Marhaba. Marhaban. Merci infiniment Yazid, merci également à M. Ben Abid pour cette belle intervention et merci aussi à tous ceux qui veillent à ce qu'il y ait une belle programmation au sein de votre centre. Donc vous êtes, je le rappelle, le directeur du centre culturel de la grande mosquée El Jami' Al-Kabir. Donc on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Et puis, nous refermons donc cette page, celle de l'invité de la matinale, pour en ouvrir une seconde tout de suite. Après cette transition, nous retrouverons Samira Hadj Amar. Voilà, nous terminons cette belle balade à travers notre capitale, Alger-la-Blanche, pour ouvrir la page Écume et patrimoine avec Samira Hadj Amar, qui, dans le sillage des célébrations du 8 mars, va nous, justement, permettre de découvrir une personnalité remarquable. Il s'agit, en l'occurrence, d'une dame. Je laisse un peu de mystère. Après ceci, on saura qui c'est. Bonjour Samira. Bonjour. Bonjour. Très, ça va. Alhamdoulilah. Oui. La forme. Tu as beaucoup dormi. Beaucoup. Trop d'ailleurs, c'est pour ça.
Ok, c'est vrai qu'on a tendance à sacrifier un peu nos nuits de sommeil durant le mois sacré de Ramadan. Mais bon, ben, ça va, ça a l'air en pleine forme quand même. Je suis allée voir une très belle exposition à la galerie de Hala, une exposition de calligraphie. Excellent. Ça s'intitule alors le pouls des lettres. Donc, pour te dire, c'est avec le Ramadan, c'est très bien. La galerie El Hala, c'est à Hedra, donc c'est bien d'aller visiter l'expo, qui est dédiée aussi pour le 8 mars, donc la célébration de la journée des droits de la femme. Et je pense qu'elle va durer jusqu'à la fin du Ramadan. Inch'Allah. Voilà. Mais moi, j'ai choisi de parler parce que je pense que c'est on va dire un être, une personne d'exception, d'une femme, mais aussi d'un contexte, hein, parce que c'est un contexte qui a été, qui a favorisé, l'existence, la naissance de ce genre d'être humain, d'être d'exception. Donc, en l'occurrence, c'est Mamia Chentouf. Qui à la base ne s'appelait pas Mamia Chentouf, puisqu'elle s'appelait, son nom de jeune fille, c'est Mamia Abdelli. C'est la fille de Issa Abdelli. Issa Abdelli est un grand militant, est aussi un moudjahid. Elle est née où, Mamia Chentouf Abdelli? Elle est née à House, un village dans la région de Ben Sekran, c'est dans la wilaya de Tlemcen. Donc son père a activé déjà à l'époque, c'était quelqu'un de très actif, un nationaliste, voilà, très engagé. Nationaliste, très engagé. Très engagé, donc il va être un peu embêté par l'autorité coloniale et il va se déplacer donc à plusieurs reprises et alors au milieu des années 30, ils vont se retrouver, la famille Abdelli va se retrouver à Mascara et Mamia Chentouf va étudier au lycée à Mascara et elle va obtenir son baccalauréat, son bac, et elle va vouloir faire des études en médecine. Elle va venir à Alger. Donc, elle va venir à Alger, elle va s'inscrire en médecine. Ils étaient rares hein, à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup. Il faut dire que c'était l'époque coloniale. Elle fait partie des premières étudiants. Des premiers bacheliers de l'Algérie colonisée. Voilà, avec comment on va dire, quand on est dans une famille comme ça, c'est enfin, avec un esprit de rebelles, de révoltés, qui est des anticoloniaux, voilà. Donc elle va venir à Alger, elle va s'inscrire à l'université d'Alger et c'est là où son âme, où son éveil politique va se faire. Elle va retrouver des étudiants qui viennent de partout, elle va faire la connaissance de beaucoup de personnes, entre autres de Nafissa Hamoud, exactement, qui est la deuxième ou l'une des premiers médecins algériens. Il va y avoir d'autres personnes aussi. Voilà, on va voir les images défiler. Celle qu'on voit au milieu, c'est Mamia Chentouf. Ça, c'est des images après l'indépendance. Elle est déjà présidente de l'Union nationale des femmes algériennes. On doit préciser que Mamia Chentouf est la présidente de la première organisation féminine en Algérie. Mais c'est aussi la première femme algérienne à avoir intégré un parti politique, puisqu'elle a intégré, quand elle est à l'université d'Alger, le Parti du peuple algérien. Le PPA, exactement. En tout cas, elle va faire ses armes, entre guillemets, à partir de là. Elle va être élue aussi à la tête, d'abord vice-présidente de l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Il y avait des appellations comme ça, puisque les Français refusaient qu'il y ait la mention Algérie. Voilà. Donc, les images qu'on voit bien sûr, c'est Nassima Hablel. On voit toutes les femmes qui se sont réunies de son époque à elle et d'autres aussi qui se sont inspirées de leur parcours parce qu'elles ont fait un travail de sensibilisation, elles ont fait des campagnes, elles ont soigné. Elles ont été dans les maquis. Diplômée elle a été sage-femme d'abord dans un premier temps et avec ce diplôme, elle va pouvoir soigner les familles nécessiteuses des quartiers par exemple de Bellecour ou d'El Harraj ou encore de la Casbah. Elle va aussi utiliser ses études pour pouvoir récupérer des médicaments et les donner aussi à des gens qui ne pouvaient pas, et entre autres aussi aux gens du FLN, qu'elle va soigner aussi.
Donc les images sont allées plus vite que moi. Oui, parce que là, on est déjà à l'indépendance, voilà. la naissance de l'UNEFA, le premier groupement féminin. Mamia Shintouf va participer aux manifestations du 1er mai 1945. Ça aussi, ça va impacter sur elle. Ça va se passer à Alger, hein, donc bien avant le 8 mai 1945. Et il va y avoir une répression féroce, énormément de violence et beaucoup de blessés. Donc Mamia Shintouf va soigner, elle va participer d'abord en tant que citoyenne, en tant qu'Algérienne, et ensuite elle va participer avec d'autres étudiantes, donc en médecine, à soigner les manifestants blessés et tous ceux qui ont été maltraités violentés férocement par durant la répression du 8 mai 1945. Non. Oui, du 1er mai, la semaine du 1er au 8. Exactement. En fait, c'était pas seulement le 8, ça s'est prolongé sur une semaine. Presque une quinzaine de jours. Exactement, voire un mois et plus. Voilà, à travers plusieurs wilayas, bien sûr, à l'époque. Donc, Mamia Shintouf, c'est une femme qui a marqué son temps, qui a marqué son époque. Elle a aussi été la présidente, avec Nafisa Hamoud et Nassima Ablel aussi, elles ont été rejointes, et d'autres aussi. Elles ont créé la première association, on va dire association musulmane association des femmes musulmanes, féminines, pardon. Association féminine des femmes musulmanes. Voilà, algériennes. D'accord. J'ai réussi à le dire, exactement. Bien sûr, une pensée pour celles qui sont tombées au champ d'honneur, c'est toutes ces jeunes étudiantes elles ont répondu à l'appel. Elles-mêmes ont répondu à l'appel du 1er novembre 1954. Donc, elle a intensifié son activité sur le terrain, énormément de campagnes de sensibilisation et de prise de conscience et d'éveil, surtout auprès des femmes. Donc, elle a fait ça. Donc, elle s'est fait remarquer par l'autorité coloniale et elle a été arrêtée et emprisonnée, bien sûr. Bon, après, elle a été aussi relâchée. Elle a été expulsée d'Algérie. Elle s'est retrouvée en France. Entre-temps, j'ai oublié de dire qu'elle s'était mariée en 1946 avec, bien sûr, l'avocat Abdelrazak Shintouf. Et elle a choisi de garder le nom de son mari pour sa carrière, pour son parcours, pour toute son histoire, pour l'histoire de sa vie, en fait. Hein. Donc, même si c'était une féminine... Elle a quand même gardé féministe, le nom de... tu veux dire. Pardon, féministe, Baroumdan. Féministe, elle a opté pour le nom de son mari, voilà, qui est très connu lui-même et très connu avocat, aussi nationaliste, après le FLN. Enfin, tout le parcours jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Très bien. Quel a été le déclic pour le choix de cette personnalité? Parce qu'elles étaient nombreuses quand même, toutes ces dames qui avaient des parcours exceptionnels. C'est vrai que des femmes de cette trempe, on en fait de moins en moins, j'ai l'impression. Non, il y en a, les Algériennes. Non, les Algériennes, elles sont très fortes, elles sont puissantes. Elles sont excellentes dans tous les domaines. Exactement, et elles excellent et elles rayonnent et font rayonner l'Algérie à l'étranger. On peut les retrouver dans tous les domaines d'activité. La médecine, le sport aussi, bien sûr. Et ça me fait penser à, comment ça s'appelle, Kayla Nemour, qui vient d'obtenir, je crois, la première place au Canada. Excellent. Voilà, c'était hier, je crois, en plus. Excellent. Là, elle a fait beaucoup de médailles d'or cette année, c'est super. Oui, exactement. Et donc, Mamia Shintouf, première, pour la création du Croissant Rouge, par exemple, elle a fait partie des premiers membres qui ont été formés et qui ont créé le Croissant Rouge algérien. Elle a été pratiquement première dans tout ce qui... Mais aussi parce qu'elle fait partie des premières militantes, ou les militantes de la première, ce qu'on appelle la première heure, exactement. Voilà, donc qui a reçu un éveil très tôt, peut-être par son père, parce que déjà lui, il était militant, activiste, et ensuite par son mari, et par, bien sûr, la fac où elle a rencontré d'autres personnalités. Elle a aussi intégré dans ces associations féminines, elle a intégré Issa Bouzekri, qui a été la femme de Abban Ramdan,
Et d'ailleurs, même Mamia Chantouf ont travaillé avec Ben Ramdan. Il les a aussi, pas que lui bien sûr, hein. Il y a eu plusieurs personnalités qui leur ont permis aussi de pouvoir évoluer à travers la révolution algérienne. Voilà. Excellent. Donc ce sont vraiment des femmes qui avaient aussi, quand je disais tout à l'heure, on n'en fait plus, c'est des personnalités qui étaient... elles sont exceptionnelles. Oui, elles sont exceptionnelles. Elles étaient toutes dotées d'un charisme qu'on retrouve de moins en moins. En fait, il y a des femmes exceptionnelles au quotidien. Le courage. Mais elles avaient un courage incroyable qui déteignait sur leur personnalité. Alors, elles n'avaient pas d'armes au départ et elles avaient juste cette envie, cette volonté de voir l'Algérie libre, de récupérer son pays et surtout de se débarrasser du colon. Oui. Voilà. Donc un courage. Pour moi, c'est le courage et la personnalité aussi. Voilà. Elles n'avaient pas peur aussi ni de mourir, ni de parce qu'elles ont rejoint aussi la clandestinité, les maquis. Elles ont vécu. Les femmes. Elles ont porté les grenades, elles ont porté les rapports de liaison, elles ont participé autant à la collecte de fonds. Oui. Effectivement. Donc, que ce soit dans les maquis ou les fidaïettes dans les villes et partout, à l'étranger aussi. C'était des traits d'union entre les différents éléments de l'ALN ou du FLN. Et c'est vrai que c'était un trait d'union très précieux. Oui. Donc, vous avez aussi un ouvrage dont on peut parler aussi. Oui, on peut le présenter. Il y a plusieurs portraits de femmes dans ce travail de Smaïl et Yazid. Tu connais la personne qui a fait ce livre. Absolument, donc c'est Yazid Smaïl. Qui est notre collègue d'abord à la radio, chaîne 2. Honneur et dignité, donc les fahlettes de la liberté, en est le titre. Et vous pouvez retrouver justement plusieurs portraits de militantes algériennes, de moudjahidettes. Connues et moins connues. Il y en a qui sont très connues, comme Hassiba Ben Bouali, Annie Steiner. Ici, on voit la photo de Raymond Péchard. On voit Jamila Boubacha aussi et Nassima Hablel. Voilà, on les voit en fait à l'écran. Et bon, alors c'est pas un livre élaboré, mais c'est un livre très important, très utile, puisqu'il donne des biographies et des parcours plus ou moins étoffés de ces personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, continuent à le marquer. Voilà, parce que c'est vrai que il subit aussi des violences, beaucoup de violences, et il est parfois difficile pour leur famille, autant que pour elles, parce qu'elles ont survécu. Il y en a beaucoup qui ont survécu à la guerre d'indépendance, et donc parfois elles sont rentrées chez elles n'en ont pas forcément parlé. Voilà. Effectivement, donc depuis quelques années, les langues se délient. Il y a aussi des romans qui sont inspirés de vie, de vécu justement de toutes ces militantes. Et ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que voilà, c'est le 8 mars, à travers le monde, voilà, revient ou permet justement d'avoir des zooms sur la lutte de la femme à travers les différentes régions de ce monde. Mais chez nous, il a un goût particulier parce qu'il est souvent aussi trempé de tous ces martyrs, de tous ces sacrifices. Le sacrifice de la femme algérienne n'a rien à envier au sacrifice de toutes les femmes du monde, hein, parce qu'elles sont passées il faut le dire, à l'époque, et elles portaient le haïk. Elles ont quitté ce voile, elles sont sorties dans un monde, le monde était violent, c'était la colonisation, elles ont fait la guerre, elles ont fait des études, elles ont appris à utiliser des armes, elles ont appris plein de choses qu'elles ne connaissaient pas que la femme, même si on a eu des guerrières, hein, il ne faut pas oublier, on a eu énormément de guerrières, mais en l'occurrence pour cette période justement. C'était ça. C'était les femmes à l'époque, elles étaient en haïk et elles participaient, mais même avec ça, elles ont participé à la lutte de la femme pour recouvrir toutes les femmes algériennes sa liberté voilà, avec un grand L, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Samira. Oui. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. On vous souhaite de passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. J'ai été ravie de vous accompagner. Passez d'agréables